بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. Maintenant qu'on a vu ce qu'il faut apprendre, dans quel ordre il faut l'apprendre, de qui l'apprendre, où l'apprendre et avec quelle intention on devrait l'apprendre, et en plus de ça, comment traiter nos enseignants, il nous reste à apprendre comment apprendre. Et ça va être le sujet de la séance d'aujourd'hui. Je voulais tout terminer aujourd'hui, mais comme j'ai vu que ça faisait un peu long, j'ai décidé de scinder en 2 et la dernière séance sera, encore plus courte, sera la séance numéro 6, inch'Allah. Donc, les méthodes d'apprentissage que je vais mentionner, c'est-à-dire les points que vous voyez maintenant à l'écran, il y a certains de ces points qui sont des recommandations, alors que d'autres sont essentiels. Ce qu'on veut dire par recommandation ici, c'est pas au sens, shar'i, c'est-à-dire c'est pas un statut juridique. C'est juste que c'est une recommandation dans le sens où c'est quelque chose d'utile pour, nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière d'apprentissage. Et lorsqu'on parle de points essentiels, c'est-à-dire que si on ne fait pas cette chose, on n'arrivera probablement jamais à atteindre nos objectifs. Donc c'est ce qu'on veut dire. Donc le premier point, c'est, une recommandation, c'est de commencer par des petits cours simples. C'est-à-dire qu'on va pas commencer tout de suite par l'ensemble de ce qu'on doit apprendre pour, atteindre notre Fard Ain dans une discipline donnée. On peut le faire, c'est possible, par exemple, de lire un manuel avec un professeur où il y aurait tout, ce qu'on doit savoir d'un coup. Sauf que l'esprit humain est fait de telle manière qu'il apprend plus facilement lorsqu'on lui présente d'abord les, éléments essentiels comme le squelette de la matière. Ensuite, on ajoute de la chair et ensuite on recouvre avec de la peau, par exemple, pour prendre l'exemple du corps humain. Et donc la méthode traditionnelle d'apprentissage des sciences islamiques est basée ce type d'apprentissage progressif. On apprend les questions fondamentales d'abord et les plus importantes sans voir, les détails. Ensuite, on fait un deuxième cours au moins où on va, ajouter certains détails par rapport aux questions qu'on a déjà vues. Donc, on va reparler du squelette encore, mais en ajoutant plus de détails cette fois. Et on va commencer à parler d'autres questions qui sont un peu moins fondamentales. Et lors de, par exemple, d'un troisième cours, un troisième niveau, on va réapprendre encore le squelette, encore les mêmes détails qu'on avait vus par rapport à ces points fondamentaux, sauf qu'on va ajouter peut-être encore plus de détails par rapport à ces points et on va ajouter des détails par rapport aux points qui étaient moins fondamentaux qu'on avait vus juste, en les listant lors de la 2e niveau et on va même voir des points encore plus éloignés de ce qui est considéré fondamental, mais qui demeure quand même important. Donc voici, à peu près comment ça fonctionne et ça va faire en sorte qu'à la fin de tout ça, on va avoir une compréhension, une bonne compréhension globale des questions importantes de cette science et on va, toujours se rappeler des éléments, absolument fondamentaux et c'est ce qui est, souhaitable. Et ce, peu importe si on apprend directement des moutoun expliqués avec des commentaires des enseignants, comme par exemple, pour prendre, l'exemple du fiqh malikite, Mukhtasar al-Akhdari ou, Matn al-Ashmawiyya, ensuite, Matn Ibn Ashir, ensuite, la Risala ou Ashal al-Masalik et ensuite, Mukhtasar Khalil ou Aqrab al-Masalik. Il y a une, un cursus qui est progressif où, l'étudiant apprend, des textes de plus en plus complexes. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'enseignement traditionnel qui est, surtout,
fait pour les طلاب العلم et non pour les gens qui veulent simplement apprendre le fard العين. Quoique, comme je l'avais souligné, il y a des gens parmi ceux qui gèrent des instituts et les enseignants qui continuent à enseigner ces mutun aux gens de la masse. Ils réussissent à le faire, c'est juste que c'est plus difficile, peut-être pour l'esprit moderne d'arriver à bien comprendre, bien saisir, bien mémoriser à partir de cette méthode d'enseignement. OK, donc ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est encore une recommandation, c'est de faire des leçons courtes. Parce qu'il convient d'apprendre des petites quantités d'informations à la fois et de bien les mémoriser plutôt que d'apprendre une grande quantité d'informations sans pouvoir la retenir. En ce sens, les séminaires intensifs qu'on propose régulièrement euh, sur Internet ou même en présentiel et où il y a des cours on peut dire, 6 à 8 heures de cours par jour, sont à éviter dans le sens où ça va être, en gros, une perte de temps. On va, pas retenir grand-chose de ces séminaires. Donc c'est mieux d'espacer. Et si vous prenez des cours en replay et que vous constatez qu'un replay donné est trop long pour vous, peut-être, vous n'arrivez pas à faire plus qu'une demi-heure de cours sans perdre votre concentration, alors vous pouvez scinder en 2 le replay, écouter la première moitié, vous trouvez un endroit où on pourrait dire que il convient d'arrêter puisque l'enseignant commence à parler d'un autre sous-thème ou d'un autre thème carrément et puis, c'est ça, donc vous étudiez la première moitié et ensuite une fois que vous l'avez assimilé, vous écoutez la deuxième moitié, par exemple. Donc moi-même, j'enseignais des cours souvent, d'1 heure auparavant, mais j'ai commencé à faire des cours plus proches d'une demi-heure pour cette raison même, parce que c'est plus facile à assimiler. Ensuite, le prochain point, on pourrait dire que c'est presque une obligation, c'est de pas faire trop de cours en même temps. Parce que c'est normal, le nafs et une fois qu'on se convertit à l'islam ou qu'on revient vers Allah, on veut tout savoir tout de suite, mais c'est pas possible humainement, conventionnellement parlant. Donc il faut savoir bien doser en respectant l'ordre des priorités tels que je les ai définis dans le cours, il me semble que c'était le cours numéro 3 et en se donnant bien le temps de digérer. Hein, il ne faut pas sauter sur chaque nouveau cours qui est proposé par les instituts ou les professeurs que vous respectez et que vous suivez, par exemple sur les réseaux sociaux. Ensuite, prochain élément, la prise de notes. Donc ça, c'est quelque chose de aussi presque obligatoire et je vais vous donner différents scénarios de cours et la manière dont on devrait prendre les notes, qui correspond à ce type de format de cours. Encore une fois, la manière de se comporter là, par rapport au type de cours, ça c'est juste d'après mon expérience personnelle, hein. Il se peut que d'autres personnes arrivent à faire autrement. Donc lorsqu'il s'agit d'un long cours en présentiel, un cours magistral, il convient de prendre des notes durant le cours. Sinon on n'aura pas moyen de retenir, sauf si c'est possible de l'enregistrer avec la permission de l'enseignant. Et donc après le cours, on doit forcément mettre nos notes au propre si on veut être capable de les étudier convenablement et d'avoir quelque chose, une référence à laquelle on peut retourner par la suite. Lorsqu'il s'agit d'un cours qui est bref et en présentiel et qu'il s'agit que d'une explication d'un texte qui est déjà entre vos mains, il est possible, si vous avez une bonne mémoire, d'attendre la fin du cours pour prendre des notes. Ainsi, vous pouvez vous consacrer pleinement à l'écoute attentive de la leçon. Moi, c'est ce que j'avais l'habitude de faire dans mes cours au Sénégal, parce qu'ils duraient rarement plus de 20 minutes et c'était toujours des explications de textes que j'avais entre les mains. Donc, dès que le cours était terminé, j'allais prendre des notes par rapport, aux explications du texte. Si maintenant vous prenez des cours en direct, mais en distanciel, c'est-à-dire en ligne et avec accès au replay plus tard et que, vous avez effectivement accès au replay, hein. Heu, bon, vous avez aussi la possibilité peut-être de faire un enregistrement de votre écran. Il y a des programmes qui peuvent le faire si, par exemple, l'association avec qui vous étudiez est pas particulièrement fiable pour le fait de poster les replays à temps. Donc ça peut être une méthode là de pallier.
à cette négligence. Mais dans tous les cas, on présuppose ici que vous avez accès aux enregistrements. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous devriez juste écouter attentivement lorsque l'enseignant enseigne en direct et puis ensuite, vous prenez l'enregistrement et vous prenez des notes détaillées en prenant soin d'arrêter l'enregistrement, de revenir en arrière pour réécouter des choses et pour prendre des notes, presque parfaites là du 1er coup, sans avoir à remettre les notes au propre par la suite. À moins que l'enseignant lui-même il soit promené un peu, et que son cours était, mal structuré. OK. Maintenant, pour ce qui est des cours qui sont disponibles en replay seulement, mais ça, c'est ce qui est le plus facile. Si vous voulez les écouter 2 fois, vous pouvez le faire, mais si vous êtes pressé, c'est possible de les écouter une seule fois et de mettre, l'enregistrement sur pause et de revenir en arrière pour réécouter certains passages pour avoir des notes aussi, parfaites du premier coup. Donc ça, c'est pour les notes. Le prochain point, c'est la réflexion et la compréhension. Donc j'ai mis à l'écran «Relire ses notes et réfléchir». Donc effectivement, après avoir mis ses notes au propre, au besoin, c'est important de les relire en réfléchissant profondément sur la leçon et sur les concepts qu'on a appris afin d'arriver à une réelle compréhension des notions qui ont été transmises. Et s'il s'agit de notions qui ont une application pratique, on devrait à ce moment-là méditer sur la façon de les intégrer dans notre vie. Le prochain point que j'ai mentionné, c'est la révision avec ses pairs. Si vous avez la possibilité de former un petit groupe de révision, et je dis petit parce que sinon ça sera rarement efficace. Par exemple, 2 personnes, 3 personnes, 4, 5 maximum. C'est une bonne idée de se rassembler après le cours et discuter. Surtout une fois qu'on a eu le temps d'écrire ces notes, de les remettre au propre et de les relire et de réfléchir, c'est à ce moment-là qu'on devrait consulter nos pairs, si possible pour s'assurer qu'ils ont compris la même chose que nous. Et si on voit qu'il y a des différences dans la compréhension, à ce moment-là, si on ne peut pas se mettre d'accord, c'est pas évident, qui a tort et qui a raison, on devrait retourner, poser des questions à l'enseignant. Et c'est justement le prochain point sur la liste, c'est de poser des questions. Lorsqu'on voit qu'on n'a pas compris quelque chose, qui semble important, et c'est essentiel d'interroger notre professeur à ce sujet, afin d'arriver à une compréhension claire et précise de la notion en question. Les questions qu'on pose à notre enseignant devraient être précises. Moi, personnellement, je reçois des questions, souvent qui sont très vagues. On n'a aucune idée ce que la personne veut dire. Souvent, il y a des fautes de frappe et donc faites des efforts lorsque vous rédigez vos questions, lorsque vous les formulez, pour que ce soit le plus clair possible pour l'enseignant, qu'il sache de quoi vous parlez. Utilisez pas des abréviations ou des langages, du jargon qui est propre à, une discipline qui est obscure. Par exemple, je sais pas, je vais pas vous donner d'exemples comme tel, mais je reçois des fois des questions où c'est un jargon très précis et je dois aller faire des recherches sur internet juste pour savoir de quoi ils parlent. Et aussi les questions devraient être pertinentes et posées avec un grand respect. On remarque souvent que les étudiants posent des questions par simple curiosité, hein, parce qu'on leur a toujours appris à l'école profane, inspirée par les, idéologies occidentales, que la curiosité est quelque chose de louable. Alors que dans l'islam, selon les enseignements islamiques, la curiosité est seulement louable dans le sens où elle va nous mener à rechercher de l'information utile, c'est-à-dire utile pour notre vie ou pour notre au-delà, et surtout pour notre au-delà. Donc lorsqu'on pose des questions à nos enseignants, on devrait chercher à savoir ce qui nous fera entrer au paradis, Inch'Allah. Donc avant de poser la question, on devrait se poser soi-même la question: «Est-ce que savoir ça, ça va me faire entrer au paradis ou non? Est-ce que ça va m'aider à accéder au paradis ou non?» Parce qu'il faut comprendre qu'il y a certaines questions qui sont
que pour les étudiants en sciences islamiques, sérieux, c'est-à-dire les طلاب علم, ceux qui consacrent leur vie à l'étude de la science pour devenir des savants. Pour eux, c'est essentiel de comprendre certains détails, des choses qui, sont pas importantes pour, tout un chacun et c'est ça, les des exemples de questions qui sont inutiles, ça serait demander la race du chien dans la caverne, dans Sourate Al-Kahf, ou quel est le statut juridique de manger de la sirène, hein, le genre de créature mythique mi-femme, mi-poisson, hein. Même si on trouve des textes sur la sirène, effectivement, dans les livres de jurisprudence, mais c'est pas pour les gens de la masse. Il y a d'autres gens aussi qui posent des questions par soif de tout savoir dès le niveau débutant. Ça aussi, c'est une erreur. Il faut savoir que l'apprentissage progressif est fait pour avoir accès à la mise en pratique complète des questions qu'on apprend qu'une fois qu'on est arrivé et qu'on a complété le dernier niveau, le dernier niveau du Fard Ein. Donc l'enseignant, il fait exprès de ne pas vous donner tous les détails dès le premier niveau. Donc ça demande une patience de la part de l'étudiant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas se contenter de faire seulement le premier niveau ou le deuxième niveau. Il faut compléter le programme à l'intention des gens qui veulent apprendre leur Fardheim. Et c'est seulement à ce niveau-là que vous aurez, à peu près tous les éléments pour pouvoir, mettre en pratique les notions qui ont été apprises. À ce moment-là, s'il y a des choses qui vous arrivent dans vos vies qui, vous voyez que vous n'avez pas appris ces détails en classe, c'est à ce moment-là que vous posez des questions, par exemple, dans le groupe, QR Malikia, dans lequel je réponds aux questions. Ce groupe-là est fait pour ça. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions de Fard Ein parce qu'on voit qu'ils sont pas appris. Il y a des gens même qui utilisent ça comme béquille, ce qui est une erreur de leur part. Vraiment, ils doivent suivre des cours et compléter le niveau Fard-Ein. Par contre, c'est vrai que dans nos vies, même si on a commencé à apprendre notre Fard, pourvu qu'on continue à le faire de manière assidue, on va se trouver face à des situations dans lesquelles on a besoin de savoir le hukm, le statut par rapport à telle ou telle chose. À ce moment-là, oui, bien sûr, il faut poser la question. Mais lorsqu'il s'agit seulement de questions théoriques et qu'on n'a juste pas vu les détails par rapport à cette chose-là, il faut juste persévérer, attendre, avoir de la patience jusqu'à ce que ces détails soient mentionnés dans les cours de niveau plus avancé. OK, le prochain point que j'ai sur la liste, c'est la mémorisation et la révision. Ça, c'est un point essentiel, tout comme poser des questions lorsque la question est importante. Donc, une fois que la leçon a été comprise, c'est-à-dire on a pris nos notes, on a révisé, on a réfléchi, on a posé des questions à l'enseignant. Là, c'est important de mémoriser la leçon. Hein, le savoir, il est fait pour être mis en pratique et on ne peut pas toujours vivre avec ses livres sur soi. Et parfois, même si on avait nos livres avec nous, on n'aurait pas la possibilité de les consulter avant d'avoir besoin de la réponse. Par exemple, quelqu'un qui est en train de faire la prière et qui est dans la troisième unité et qui réalise qu'il y a un doute. En fait, il y a un doute partagé 50-50 au sujet d'avoir omis une prosternation dans la première unité. Donc lui, il doit savoir, absolument, il doit savoir ce qu'il doit faire à ce moment-là. Et si vous-même, vous ne savez pas la réponse, ça veut dire que vous n'avez pas encore, terminé d'apprendre votre Fard Ein par rapport au fiqh de la prière. Quant aux gens qui se contentent d'écouter les cours, mais sans prendre de notes, sans réfléchir sur ce qu'ils ont appris, sans mémoriser, ils sont pas des étudiants, ils sont en réalité que des consommateurs et ils profitent, pas du tout des cours. Une fois qu'on a mémorisé une règle ou un passage, si on mémorise des textes, il convient de répéter ce qu'on a mémorisé de nombreuses fois jusqu'à ce que ça soit bien ancré dans la mémoire. Et lorsqu'on est certain que c'est bien ancré, on est prêt à prendre une nouvelle leçon. Et lorsqu'on mémorise la nouvelle leçon, on doit également réviser les anciennes leçons, parce qu'elles ne sont pas encore ancrées dans notre mémoire à long terme. Donc, les anciens, ils avaient l'habitude de réviser de la manière suivante. La leçon du jour, ils choisissaient un nombre élevé de fois
il répétait cette leçon et il révisait la leçon du jour précédent, peut-être un chiffre qui est à 80 du nombre de répétitions de la leçon du jour. Ensuite, la leçon d'il y a 2 jours, 60, la leçon, du jour avant, 40, et la leçon du jour d'avant, 20. Et comme ça, si on fait un cycle comme ça augmente pas. Chaque jour, on fait le même nombre de répétitions, mais ça permet d'ancrer, ce qu'on a appris dans notre mémoire à long terme, de sorte que ça sera difficile là de l'oublier. Je dis pas que vous êtes obligé de travailler de cette manière, mais il faut savoir que c'est important. Peu importe la manière que vous utilisez, la méthode, c'est important de mémoriser les concepts clés, les règles dont vous aurez besoin dans votre pratique. Et puis, il faut aussi, savoir que c'est très utile de se faire des fiches de révision, que ce soit à la main ou à l'ordinateur, en utilisant les programmes comme Mind Map. Ça peut vraiment faciliter la rétention des notions. Donc, on utilise la technologie, hein, lorsque c'est, pour quelque chose de licite, voire quelque chose d'obligatoire. Tant que la technologie est licite, il y a aucun mal à l'utiliser, même si c'est des méthodes qui étaient pas utilisées par les pieux prédécesseurs. Donc c'est pas une innovation, blâmable d'utiliser ces choses-là. Ensuite, le dernier point, c'est l'enseignement. Ce qu'on veut dire par l'enseignement ici, c'est enseigner à ses proches, pas à s'ériger comme enseignant, comme on va voir dans quelques instants. Donc, pourquoi? Parce qu'enseigner ce qu'on a appris, c'est un excellent moyen de vérifier si on a bien retenu et si on a bien compris la leçon. Hein, parfois, c'est seulement en enseignant, en voulant expliquer la chose à quelqu'un qu'on réalise qu'on a des lacunes dans notre compréhension. On pensait qu'on avait compris, mais ça expose justement les faiblesses, les trous dans notre compréhension. Donc, si on trouve quelqu'un qui veut bien nous écouter, comme un ami, notre époux ou notre épouse, un membre de notre famille, on devrait profiter de l'occasion et essayer de lui transmettre ce qu'on a appris en lui disant que oui, il ne doit pas se baser exclusivement sur ce qu'on lui dit pour apprendre sa science, que c'est plus pour nous aider, nous, même si lui, peut-être, il pourra ou elle pourra profiter de ce qu'on lui explique. Si on trouve personne, ben, on peut se pratiquer en parlant au mur, par exemple. On se met devant un mur dans une chambre seul et on fait comme si on avait un public devant soi, un public attentif. Donc ça aussi, ça fonctionne. OK, maintenant par rapport au fait de s'ériger comme enseignant dans le domaine des sciences islamiques sans avoir eu l'autorisation préalable de ces enseignants, ah, ça, c'est une faute grave, c'est un grave péché. Hein, parce qu'il y a seuls nos enseignants qui sont aptes à déterminer si on est prêt à enseigner. C'est-à-dire à plus que juste recracher nos cours là, devant un ami ou un membre de notre famille. Par exemple, c'est parvenu à mes oreilles qu'il y avait une personne qui s'était inscrite à un de mes cours, qui s'était mise à enseigner dans une mosquée à des gens. Alors que je connais très bien le niveau de cette personne et je sais qu'elle est pas du tout qualifiée pour le faire. Donc je lui ai expliqué la gravité de ce qu'elle était en train de faire. J'espère qu'elle a arrêté. Pour que ceux qui enseignent ou qui répondent aux questions religieuses du public sans avoir reçu une autorisation de leurs enseignants, ils accumuleront d'énormes péchés, hein, même lorsqu'ils disent la vérité, ce qu'ils enseignent est vrai. Justement parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est interdit en soi de le faire. Peu importe que ce qu'on dit est vrai ou faux. Si c'est faux, mais on aura un double péché. Et on portera la responsabilité d'avoir égaré les gens. Parce que forcément, on va mentir dans tous les cas au sujet de la religion en disant des faussetés par manque d'apprentissage. Et même si c'est pas un mensonge intentionnel. Et le pire des mensonges, c'est le mensonge au sujet de la charia, au sujet d'Allah Azza wa Jal, en inventant des règles de la charia ou en les déformant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ce qui peut être traduit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens, mais il la reprend en reprenant l'âme des savants jusqu'à n'en laisser aucun. Et c'est en train d'arriver. Il reste encore des savants, alhamdoulilah, mais ils deviennent de plus en plus rares.
Donc le hadith continue, les gens mettent à leur tête des ignorants. On les interroge sur certaines questions. Ils donnent leur avis sans se baser sur aucune science. Ils s'égarent ainsi et égarent les autres. Fin de la citation. Et la même chose s'applique aux gens qui publient leurs notes de cours sur des sites web ou sur des réseaux sociaux, ou qui mettent sur pied des comptes de rappel alors qu'ils n'ont aucune permission de la part de leurs enseignants, ou qui se mettent à faire de la prédication sans permission de leurs enseignants, ou qui écrivent des réfutations ou des mises en garde, qui ouvrent des librairies physiques ou en ligne, ou qui repartagent du contenu sans savoir qui est derrière ces publications, et ainsi de suite. Alors, c'est ça le problème avec la démocratisation, entre guillemets, du savoir islamique. Tout le monde se sent qualifié pour parler de la religion, alors que c'est en train de mener à la corruption de la religion. Parce que les gens, la masse, ils n'arrivent plus à distinguer le vrai du faux, ce qui est fiable et ce qui est pas fiable. Dans un État islamique, c'est tous ces gens-là qui enseignent, qui répondent aux questions, qui partagent des choses, qui font de la publication. Ils recevraient des coups de fouet en public pour avoir osé répondre à la place des savants et pour avoir répandu des mensonges sur la religion. Donc, que chacun se considère averti par rapport à ça. Et enfin, il y avait un dernier point, mais que j'ai pas mis dans le PowerPoint, c'est le fait d'acheter des livres, justement parce que les gens qui écoutent ce cours sont presque assurément pas au niveau où ils auraient la permission de pouvoir acheter des livres pour pouvoir justement profiter, euh, augmenter leurs connaissances. Donc, l'interdiction d'acheter des livres, c'est, ça vaut pour les gens qui sont toujours en train d'apprendre leur Fard Ain et ceux qui font que débuter en tant qu'étudiants à temps plein en sciences islamiques, c'est-à-dire ceux qui sont des tullab ilm, qui veulent devenir des ulama, mais en sont qu'au début. Par exemple, sont encore en train d'apprendre al-Ajurumiyya en nahwu, en grammaire arabe, un texte pour débutants. L'exception à la règle, ça serait les livres qui sont en train d'étudier avec leur professeur afin d'en avoir un exemplaire sur papier. Donc, qui demandent à leur professeur, est-ce que ce serait utile pour moi d'acheter un exemplaire de livre qu'on apprend ensemble? Et s'il dit oui, à ce moment-là, achetez l'édition qu'il vous recommandera. Mais sinon, pourquoi est-ce que c'est interdit d'acheter des livres? Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui le font, hein. Il y a énormément de gens qui s'offrent des livres islamiques en cadeau et des gens qui se montent des bibliothèques et qui pensent qu'ils sont en train de faire une chose qui est recommandée alors que cette chose est interdite pour eux. C'est parce que notre obligation, hein, lorsqu'on commence, c'est d'apprendre notre Fard Ain. Et on n'a aucun temps à perdre à lire des livres, puisque le Fard Ain s'apprend en prenant des cours et non en lisant des livres, comme j'avais mentionné dans une autre séance. De deux, la plupart des livres islamiques qui circulent en français sont écrits ou traduits par des innovateurs ou des ignorants. Et donc, les chances que vous tombiez sur quelque chose de fiable sont assez faibles. Et troisièmement, même si vous tombez sur quelque chose de faible, de fiable, hein, des livres publiés ou traduits par des sunnites, ces livres sont souvent mal adaptés au grand public, hein. Souvent, ce sont des intérêts commerciaux, des traducteurs qui se font embaucher par des maisons d'édition qui voient qu'il y aurait une demande pour tel ou tel livre s'il était traduit. C'est pas parce que le livre est forcément bon à mettre entre les mains des gens de la masse. Et c'est effectivement le cas, hein. Souvent, c'est euh, des livres dont on ne peut pas profiter pleinement et même qui risquent de nous égarer parce qu'on n'a pas les prérequis pour pouvoir comprendre les propos des auteurs qui n'écrivaient pas justement pour les gens de la masse ou qui écrivaient pour des gens d'une autre époque qui avaient d'autres, c'est ça, qui étaient prédisposés pour pouvoir comprendre ces genres de propos. C'est pour ça que mon conseil, c'est de vous limiter aux livres et aux éditions des livres qui vous sont recommandés par vos professeurs. Donc, une fois que vous avez établi une relation avec votre professeur, consultez-les avant de lire quoi que ce soit, hein. Et il vous dira si c'est quelque chose qui convient de faire ou non. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Et la prochaine séance, qui sera la dernière, bi'idhnillahi ta'ala, on verra deux thèmes. Le premier thème, c'est la régularité
la motivation, l'effort qui sont requis pour pouvoir atteindre ces objectifs en matière d'apprentissage. Et le deuxième thème, ce sera le temps requis pour atteindre ces objectifs. Wallahu a'lam. إذا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم